OK, alors je reprends. Donc, je suis toujours à la page 220. L'exercice de la page 220 vous demande de calculer le nombre de nuitées requises pour atteindre un bénéfice net de 200 000 $. Donc, c'est la formule que l'on a en haut de la page 220, mais évidemment, vous n'avez pas le nombre de nuitées, vous n'avez pas le nombre de nuitées comme variable inconnue. Alors, vous faites le petit calcul, vous allez atteindre évidemment un chiffre, donc le nombre d'unités requises. Et par la suite, on vous demande de calculer le bénéfice de l'hôtel pour 10 000 nuitées louées. Donc, c'est exactement encore la formule en haut de la page 220, mais cette fois-ci, on vous donne le nombre de nuitées, puis on vous demande de calculer le profit. Si vous faites ça, écoutez, vous validez évidemment sur l'air pour voir votre résultat. Je vous inviterai à faire la même réflexion pour la deuxième partie en augmentant le nombre de nuitées au double. Alors, plutôt qu'avoir 10 000 nuitées louées, essayez cette formule-là avec 20 000 nuitées. Et là, le profit que vous allez atteindre ne sera pas le double de celui que vous avez obtenu à la page 220, mais va être plus élevé. Et pourquoi qu'on double, si on double le nombre de nuitées, on n'aurait pas le double du profit? Je vous pose la question. Jacob? Non? Émilie? Oui? Ok. T'as raison. Je sais pas si t'as raison, mais blague à part, c'est que c'est l'impact des frais variables qui fait ça. Donc, si jamais vous doublez votre nombre de nuitées, vous passez de 10 000 à 20 000 pour faire un calcul, c'est pas 1 200 000 que vous allez obtenir, mais plus que ça. C'est environ, je pense, 1 400 000, je me trompe pas. Et évidemment, c'est dû au fait que l'impact des coûts variables va changer et ne fera pas doubler votre montant, mais va être plutôt de façon exponentielle. Si vous revenez à la page 219, vous regardez le graphique, vous voyez que l'écart, ça ne suit pas. La courbe va s'élargir au fur et à mesure que les ventes vont augmenter par rapport aux frais qui vont, eux, vont rester plus bas, mais vont augmenter également. On va être rendu à la dernière partie du cours et je savais que vous appréhendez là ça depuis un certain moment, donc je saute à la page 224. Encore là, pas de problème à faire pour section 6. Cette section-ci, c'est vraiment de l'information, puis je vais vous en parler. Pourquoi? C'est parce que vous avez dans votre cours projet d'entreprise des notions que vous allez aborder pour ça. Pourquoi qu'on va survoler ça? Parce que avec Jean-Philippe, c'est lui qui donne le cours, vous n'avez pas à calculer ces ratios-là. Par contre, vous devez comprendre ça sert à quoi puis d'où ils viennent. Vous n'aurez pas à calculer les montants de ces ratios-là parce que Jean-Philippe, si je ne me trompe pas, vous fournit les outils pour le faire. Donc, c'est des entrées que vous allez donner et probablement que c'est sur Excel, va faire les calculs pour vous donner les chiffres. Mais il faut vous expliquer quand même c'est quoi ces ratios-là. OK? Alors, les ratios, avant tout, c'est des données qui sont des espèces de mesures. C'est comme des cadrans. Mettons que vous vous promenez en auto, puis vous avez votre véhicule, vous avez un cadran pour la vitesse, un pour l'essence, un pour les taux minutes, un pour la charge du moteur. Alors, c'est comme des indicateurs. Donc, votre tableau de bord de votre véhicule, le ratio et les autres moyens qu'on a, comme le seuil de rentabilité, l'analyse du coût, volume-bénéfice qu'on n'a pas vu, ce sont des indicateurs également. Donc, ça vous permet de savoir si vous roulez assez vite, si vous avez assez d'essence, si votre moteur est évolutionne à la bonne vitesse, etc. Donc, c'est un peu la même façon de l'entreprise. Ça veut dire que si vous avez assez de liquidité dans votre compte de banque, si vous avez assez si vos ventes correspondent justement à ce que normalement l'industrie pour une entreprise similaire fait. Parce que c'est un peu ça, c'est-à-dire que les ratios sont vos données à vous, mais comparables tout le temps à celles de l'industrie. Donc, vous avez toujours une comparaison, un rapport finalement pour savoir si vous êtes dedans ou pas. Alors, c'est une mesure qu'on vous donne à ce moment-là. En haut de la page 225, on a un rappel là, dans le milieu, qu'est-ce que c'est un bilan, les capitaux propres, les résultats, puis on a le petit schéma qui suit pour faire le lien entre chacun d'eux. Tout simplement un rappel par rapport à ça. Et sinon, à la page 226, à ce moment-là, c'est l'interprétation des ratios. Comment qu'on fait? On dit évidemment là que
Le ratio met en relation deux postes d'état financier pour avoir une espèce de rapport de mesure d'une comparaison d'une certaine façon. Okay? Alors, ça devient évidemment de se comparer entre un résultat. Je peux comparer mon exercice actuel avec l'exercice passé. Par contre, je peux comparer aussi mes résultats à moi avec ceux des industries du même secteur d'activité. Dans le milieu de la page 226, vous avez justement où on peut trouver ces informations-là. Donc, on peut calculer les ratios à partir de données antérieures, donc vos anciens résultats, pour avoir une espèce de constat d'évolution dans le temps, donc une année par rapport à une autre. Vous pouvez avoir aussi des états financiers prévisionnels pour constater justement les résultats réels par rapport à vos objectifs que vous avez fixés. Alors, ce que vous avez prévu versus ce que vous avez réalisé. Alors, on peut faire des ratios par rapport à ça. Parce que quand je parlais auparavant des écarts, je fais mes prévisions, je fais mes résultats, en faisant mes prévisions, je fais ma planification, en faisant mon résultat, je fais mon contrôle. Mais mon écart que je vais obtenir, ben, c'est une façon de faire un ratio. Dans quelle mesure j'étais plus élevé ou plus bas que ce que j'avais prévu. Et finalement, les deux autres points, c'est des données qui sont externes, donc en fonction de l'état financier de vos concurrents lorsqu'ils sont disponibles, évidemment. Alors, vous avez un site web où on a trouvé ça, c'est une espèce de base de données. Ça, on trouve surtout les états financiers des sociétés ouvertes. Les sociétés ouvertes, c'est ceux qui sont publics, dont les informations sont publiques. Et finalement, ben, des ratios moyenne industrie disponibles qui sont dans différents endroits, comme les bibliothèques, sinon sur des sites web qui sont spécialisés. Et souvent, ces sites-là, par contre, ils sont payants. C'est-à-dire que vous devez payer pour avoir ces informations-là. En gros, ce que vous devez retenir par rapport au ratio, c'est qu'il se divise en 4 grandes familles. Alors, ce qu'on voit dans le petit schéma de milieu de la page 226, donc des ratios de liquidité, des ratios de rentabilité, des ratios de la structure financière et des ratios de gestion. OK? Vous avez une mise en situation en bas de la page 226 à tenir compte. Vous avez à la page 227 un bilan de cette entreprise-là et son état des résultats. Et je veux faire simple, parce que comme je vous l'ai dit tantôt, je ne veux pas vous donner que ce soit trop lourd comme matière, puisque vous n'aurez pas à revoir tout ça, à calculer. Donc, on va se limiter vraiment à l'essentiel. Donc, ce qu'on va faire, finalement, c'est que je disais qu'on arrêtait à la page 229. On voit seulement ces deux pages-là, puis on se limite vraiment à ça. Toutes les autres ratios, là, on parlait seulement de la famille des ratios de liquidité, mais toutes les autres ratios qui sont dans les pages suivantes jusqu'à la fin de la section-ci, ben, c'est la même façon de les calculer. C'est seulement que c'est des ratios différents. Celui-ci, les ratios de liquidité, ça permet de mesurer votre solvabilité, donc à quelle mesure vous êtes capable de payer vos fournisseurs, vos dettes. Et ils sont constitués de deux ratios. Alors, vous allez voir que dans les prochains, il y a plusieurs ratios. Je vous conseille de pas vraiment les voir parce que vous les voyez pas tous avec Jean-Philippe. Ceux-ci, par contre, le ratio de liquidité générale, le ratio de liquidité immédiate, oui, vous le voyez. Fait que si vous regardez un peu comment c'est présenté, ce tableau-là, et les pages suivantes, ça va toujours être de la même façon. Okay? Et souvent, tout le temps, à vrai dire, à chaque fois qu'on vous présente un ratio, on vous propose de faire l'exercice pour voir si vous comprenez bien. On n'ira pas jusque-là. Donc, si on regarde la première partie, on a le ratio de l'industrie, donc au niveau des liquidités. Alors, ça, c'est les données de l'industrie. Okay? Donc, on a des liquidités générales. Vous avez des fois, c'est au nombre de fois. Donc, pour 2009, 2.9 et 2008, 3.10. Et celui des liquidités immédiates, 2 fois pour 2009 et 2.25 fois pour 2008. Donc, ça, c'est l'état les informations que vous allez recevoir par rapport à l'industrie en général. Ensuite, si on y va par ratio, on y va avec dans le cas du ratio de liquidité générale, vous avez une formule. Donc, la formule, dans ce cas-ci, on parle de l'actif à court terme divisé par l'actif du passif plutôt à court terme. Ces données-là, qui sont là, ces chiffres-là, vous les allez retrouver dans les pages, dans la page 227. Okay? Alors, si vous allez chercher l'actif à court terme divisé par le passif à court terme, vous obtenez à ce moment-là un ratio de 2.94 fois pour 2009 et de 3.38 fois pour l'année précédente, 2008. À ce moment-là, on a nos données par rapport à nous, et là, il faut comparer à ceux de l'industrie. Donc, par la suite, vous avez la définition du ratio.
Okay? L'interprétation de son résultat. Bon, là, on dit le nombre de fois que l'entreprise peut couvrir son passif à court terme en liquidant tous ses éléments d'actifs à court terme. Et le résultat visé, à ce moment-là, il faut obtenir idéalement, dans ce cas-ci, un ratio supérieur à 1. Donc, plus le ratio est grand, plus l'entreprise possède des actifs à court terme, elle peut donc rembourser ses liquidités dans un court terme, très rapidement. Et ce qui est à surveiller, qui est complètement à droite, donc on dit qu'un résultat trop élevé peut signifier que l'entreprise possède trop d'actifs à court terme. Par exemple, s'il y a trop de stock. Si vous avez une entreprise comme ici, Sany, qui a sûrement des produits nettoyants, donc ça peut fausser la donnée. S'il y a beaucoup de stocks sur ces tablettes qui ne sont pas vendus, ben ça vient fausser la donnée. Par la suite, l'étape suivante, on analyse maintenant ces données en mesurant l'évolution du ratio sur 2 ans. Alors, vous avez une comparaison à ce moment-là qui fait que l'entreprise Sany, on obtient 2,94 fois pour 2019, 3,38 fois pour 2018. Donc, on voit que dans le temps, il y a eu une détérioration. Donc, l'évaluation sur le temps s'est détériorée. Donc, c'est une diminution de 13%. Comment on fait pour obtenir ce 13%-là? Bien, sur les A, vous avez un exemple de calcul des écarts. Alors, vous remédiez à ça pour aller voir l'explication comment on le calcule. Et si on regarde tout en dessous des informations de Sany, on a celle de l'industrie. Donc, dans ce cas-ci, on parle de, on voit que dans les deux cas, les chiffres de l'industrie sont moins élevés que ceux de Sany. Par contre, ce qu'on constate, c'est que l'écart sur 2 ans est moins prononcé que Sany. Au lieu d'avoir une diminution, une détérioration de 13% comme Sany l'a eu, ben c'est 6,5% environ. Puis, les dernières lignes de chiffres, ce qu'on voit, c'est l'écart par rapport à l'industrie. Alors, on voit que pour 2000X8, l'écart est quand même assez important, 9%, mais qui se réduit beaucoup en 2000X9 à 1,38%. On voit qu'avec le temps, c'est pour ça que ça explique que Sany a connu une détérioration plus grande sur 2 ans, et par rapport à l'industrie, ben, elle est toujours plus élevée. Par contre, elle est beaucoup moins grande que l'année d'avant. Finalement, en bas de la page 228, vous avez des explications de ça, donc le constat qu'on fait de tout ça. Sur justement les résultats visés dans le premier paragraphe, dans le deuxième paragraphe sur l'évolution sur 2 ans, et dans le troisième paragraphe, oui, l'évolution sur 2 ans, mais en comparant avec les ratios de l'industrie. En haut de la page 229, vous avez justement comment on calcule ces ratios-là, donc les premières et deuxièmes étapes. Et sinon, bien par la suite, vous avez exactement la même information. On vient de voir la liquidité générale. À ce moment-là, la page 229, pour le reste, vous avez le ratio de liquidité immédiate, qui est exactement les mêmes choses qu'on vient de voir pour celui de liquidité générale, mais qui est le deuxième ratio de liquidité à tenir compte. Je n'irai pas plus loin que ça parce que c'est assez complexe comme vous le voyez et ça peut seulement retenir des ratios que comme je vous dis, c'est un indicateur qui vous permet de vous comparer à vous-même par rapport à vos exercices passés ou à venir et aussi par rapport à vous comparer par rapport au marché. Donc, si vous êtes performant ou pas, si vous avez des chiffres au-delà, vous performez, si vous avez des ratios en deçà, ben à ce moment-là, vous êtes un peu dans le trouble, vous n'êtes pas aussi bon que vos concurrents d'une certaine façon. Sur ce, écoutez la gang, je fais qu'un mot pour vous dire que j'ai vraiment apprécié la session avec vous. C'est vraiment dommage qu'on soit arrêté à mi-chemin. Je pense que vous êtes un des meilleurs groupes que j'ai eu à date. Je les trouve tous très sympathiques, très travaillants, très motivés. Que de bons compliments et que de bons souvenirs que je pourrais avoir de vous autres. J'espère vous croiser à l'avenir l'année prochaine éventuellement si on se voit au collège. Sinon, dans le milieu touristique, j'espère bien. Donc, à bientôt, j'espère, et surtout, bon été confiné.